Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Roll You Full, le podcast qui vous parle de jeux de rôle dans tous ses états. Je suis Sectaire et je suis accompagné d'un homme qui a su travailler la terre avec ses mains, d'un homme qui a su partir à l'aventure avec un bout de fromage et une vieille épée ébréchée, mais aussi d'un homme qui a pu, par son courage, sa ténacité, son abnégation, avancer sur le chemin de la vie et devenir un héros ordinaire. Cet homme, c'est Styr. Salut Styr. Salut Sectaire, et je vais te casser tes illusions, je suis de la bourgeoisie du JDR, j'ai profité d'un prêt de mes parents pour pouvoir m'acheter de l'équipement magique, ce fut relativement plus facile que ce que tu viens de dire. Diantre. Alors, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vous parler dans ce podcast non pas des héros, non pas des Elric, non pas des sauveurs de monde, non pas des Luke Skywalker, mais bien des héros ordinaires, de ces petites gens, de ces jeux de rôle où vous jouez des nuls, on peut le dire, ça on peut le dire. Et avec des approches radicalement différentes. Alors, l'intitulé, c'est effectivement Commun des mortels ou effectivement héros. Et c'est vrai que quand on regarde les premiers temps du JDR, on peut penser à Donjons et Dragons. Il y avait toujours un peu la même promesse, c'est-à-dire vous commencez comme un nobody pour devenir à terme un héros, un demi-dieu, voire un dieu. C'est la proposition un peu similaire entre Donjons et Dragons et Warhammer, par exemple, avec une petite différence, parce que dans Donjons et Dragons, vous êtes déjà un héros à la base, vous êtes un guerrier, un magicien, etc. Alors que dans Warhammer, vous êtes vraiment un grouillot, mais vraiment le dernier des grouillots. Hein. Le charbonnier qui va se faire piler au fin fond au détour du bois par un écureuil. Hein. Si je me souviens bien, dans Warhammer, c'est bien celui-là, hein, où tu choisis au début ta première classe, qui est ta classe de début, et tu peux avoir effectivement paysan. Enfin, oui, charbonnier, la classe de charbonnier dedans. Ouais, ça, oui. Et c'est quelque chose que tu vas retrouver dans bon nombre de JDR un peu des années 80-90. À ce titre, d'ailleurs, quand j'ai regardé, je me suis aperçu que c'était même quasiment une bonne norme pour la plupart des jeux médiéval fantastiques. Hein. Donjons et Dragons, avec sa capacité de pouvoir être un magicien dès le début, était presque un peu une exception. Et on retrouve ça par exemple avec Hawkmoon, avec Stormbringer, avec GRTM, Rollmaster, etc., etc. Et à côté de ça, il y a des jeux qui proposent autre chose. Et quand on regarde un peu les différences, on constate que dès le début du JDR, on va avoir à peu près, 3 modèles de jeux de rôle. Des jeux de rôle où tu commences, comme tu l'as dit, monsieur et madame tout le monde. Et ça va être surtout vrai d'ailleurs dans beaucoup de jeux de rôle qui se veulent un peu historiques. On pense par exemple à Tédéum pour un massacre, où effectivement il n'y a pas de raison que vous jouiez un super-héros. On va avoir des jeux de rôle où vous jouez quelqu'un qui est en apparence ordinaire, mais qui va avoir un truc en plus. C'est-à-dire il est un peu au-dessus du commun des mortels, mais son petit truc en plus va faire quand même sacrément la différence. Ça peut être Vampire, l'âge des ténèbres. Hein. Finalement, vous avez les mêmes stats, les mêmes caractéristiques, mais vous avez des petits pouvoirs. Je pense notamment aussi à Gods, qui vient de sortir il y a pas longtemps, où vous êtes, entre guillemets, choisi par un dieu. Et puis, vous allez avoir des JDR beaucoup plus rares, et on comprendra assez rapidement pourquoi. On vous propose carrément de jouer tout de suite des brutes, enfin vraiment des personnages hors normes. On avait parlé dans un précédent podcast de Ambre. Oui, forcément. Ambre, on joue carrément un fils d'Ambre ou un fils de... Un fils d'Oberon, enfin un petit-fils d'Oberon, effectivement, et qui sont en fait des demi-dieux par excellence, et ça se reflétait dans les caractéristiques, parce qu'en fait, vous avez des caractéristiques chiffrées, mais le truc, c'est que les normaux, eux, n'ont pas de caractéristiques chiffrées. Ils ont une valeur, il y a marqué normal, force égale normal. Et à partir du moment où vous avez une caractéristique chiffrée, vous les battez. Il n'y avait pas de calcul, pas de jet de dés. Voilà. Vous êtes au-dessus du lot, la question ne se pose pas. Et ce qu'on avait vu aussi la dernière fois avec un peu Marvel super-héros, où tu joues un super-héros. Pareil, avec des capacités. Mais c'est toujours, le point qui va être intéressant, c'est quand même le point de départ. C'est-à-dire, entre un Donjon Dragon où finalement, entre le paysan et le guerrier qui vient de commencer, la seule différence, ça va être l'équipement qu'il a un peu au début, et puis ça va s'arrêter là. Et un jeu comme par exemple, tu parlais de Marvel Super Hero, je pense aussi à Exalted, publié par White Wolf en son temps, où globalement, dès la création du personnage, vous avez des capacités folles, héroïques, etc., etc. Et alors, si je dis pas de bêtises, dans Donjons et Dragons, je crois que c'est à partir du Donjons et Dragons de la 3e aide,
on se retrouve quand même, on t'explique quand même dans les règles qu'à partir du moment où tu es level 1, puisqu'on commence tous level 1, on est déjà au-dessus du grouillot. Oui. Quoi. Oui. Tu commences, c'est pour ça que je faisais la distinction entre Donjons et Dragons et Warhammer. Warhammer, t'es vraiment un grouillot, t'es vraiment le paysan de base, etc. Le Donjons et Dragons, tu es un aventurier. Voilà. Et en tant que tel, t'as quand même déjà un minimum d'expérience du combat, un minimum d'expérience. Et c'est vrai que ça peut se comprendre tout à fait. Je veux dire, c'est le prémisse, hein, c'est la proposition de Donjons et Dragons. Vous jouez des aventuriers. Il y a rien de gênant particulièrement ça. Il y avait ça me rappelle toujours un scénario qui était sorti il y a très longtemps dans Casus Belli, qui était un scénario qui racontait comment vos personnages étaient devenus des aventuriers. Et ça commençait en fait vous étiez adolescent et puis il y a un truc qui se passe dans le village et en fonction des choix que vont faire les joueurs, ils vont être opérés par un vieux soldat à la retraite, le magicien, etc. Et ils vont gagner leur première classe, leur niveau 1 de guerrier, de magicien. J'avais trouvé ce scénario très drôle à la fois dans son écriture et puis même à jouer parce que c'était un très bon scénario d'initiation au passage. Ah oui, carrément, c'est une bonne idée. Il y a aussi le fait que, alors, on y reviendra, mais effectivement, il ne faut pas oublier que le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle, on est à plusieurs autour de la table, donc c'est vrai que c'est plus facile scénaristiquement de dire, on est tous des nuls et on évolue ensemble. Alors qu'évidemment, si on dit, vous êtes tous des 007, on en parlait dans je ne sais plus quel épisode, ça va être compliqué, quoi. En fait, et c'est là où on voit vraiment la problématique qui est posée par ce type de jeu de rôle, ça va peser un sacré poids sur les épaules du meneur. Finalement, quand vous avez des personnages de bas niveau, créer de l'aventure, quasiment tout est une aventure. Hein. Quand je parlais de l'écureuil qui tend une embuscade au charbonnier, oui. Warhammer, le moindre créature de départ est un danger mortel pour le héros. Et finalement, c'est un peu la proposition que l'on va avoir avec la vie quotidienne, c'est-à-dire que la vie quotidienne est une aventure en soi. Alors que si vous jouez un demi-dieu ou un dieu, la vie quotidienne, vous avez des larbins pour ça, vous avez des super pouvoirs pour ça, il va falloir trouver autre chose. Il y a un jeu là-dedans qui est très intéressant, on en avait aussi déjà parlé, c'était Nobilis. Nobilis, on jouait vraiment un dieu. Alors, un dieu avec un périmètre d'action très encadré, puisque vous incarniez le dieu d'un concept. On avait donné l'exemple du dieu de la jonquille. Il va avoir des pouvoirs infinis dans ce concept. Il peut faire ce qu'il veut, il peut faire pousser des jonquilles, faire pleuvoir des jonquilles, rendre des jonquilles comestibles, etc. Et puis quand il sort de ça, bam, ça tombe dans les pommes. Mais par contre, il y a toute une relation avec ce qui se trouve autour. Et très souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans ces jeux de dieux, de divinités, ce sont souvent des jeux politiques, en fait. Et oui, logique. Les combats, il va y en avoir, mais ça va être de l'ordre de la gigantomachie avec des brouettes de dés. Et puis, au final, on en a fait un, et puis voilà, on passe à autre chose. Même si j'avais un groupe d'amis qui étaient très fans de ce genre de choses, et eux, ils voulaient vraiment, ils supportaient pas le bas niveau, ils voulaient pouvoir faire des pluies de météores, des trucs comme ça. Voilà, tout le monde a le droit de s'amuser, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que à ce moment-là, les scénarios deviennent extrêmement compliqués, ne serait-ce que dans la création de l'antagonisme. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est intéressant dans ce type de jeu, dans cette réflexion-là. C'est la question de l'antagonisme. Qu'est-ce qui va représenter une opposition aux joueurs ? Une opposition et une aventure, oui. Parce que, effectivement, si ton scénario de base, ton scénario pour intéresser, c'est vous êtes dans le village A, vous devez vous rendre à la ville B, je prends vraiment le scénario de base, et en chemin, vous faites un ennemi mortel qui va devenir votre antagoniste pour le futur, ça ne fonctionne que, effectivement, à bas niveau, ou en tout cas à niveau normal, on va dire. Effectivement, un antagoniste d'un dieu des jonquilles, c'est quoi ? Le dieu des faucilles, tu veux ? Et en fait, oui, accessoirement, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, ça va être l'entropie, ça peut être des tas de choses. Mais Nobilis était très intéressant dans sa proposition parce qu'il montrait vraiment qu'il disait clairement aux meneurs, attention, vous n'allez pas être dans Donjons et Dragons, l'objectif, ça va pas être la confrontation physique, même si c'est tout à fait possible, puisqu'il y avait derrière Nobilis une histoire de menace liée à l'entropie, donc, qui amène la fin de toute chose, mais plutôt, effectivement, un côté... comment gérer son périmètre d'action, comment gérer les autres dieux. Il y avait un exemple qui était assez amusant qui avait été donné dans une aide de jeu pour la traduction française de Nobilis, qui disait, en fait, Nobilis, ça tourne beaucoup autour des noms, des mots, et il disait, ouais, mais qu'est-ce qui se passe entre le dieu des chiens et le dieu des canidés ? Qui a l'autorité sur l'autre ?
Et tout ça, c'était en fait et montrer qu'il y avait aussi des guerres culturelles entre le passé, le présent, etc. Donc Nobilis, c'était intéressant parce que justement, les créateurs du jeu interrogeaient vraiment le meneur en disant attention, on vous donne, vous allez avoir la possibilité de jouer des dieux, vous n'allez pas faire porte-monstre trésor, hein, ça n'a pas de sens. Ah bah non. Et ce qui est Et intéressant, est-ce qu'avec le héros, justement, est-ce qu'avec un héros, puisqu'on parle des dieux là, mais si on redescend juste d'un seul cran finalement, juste avant le dieu, il y a le héros, est-ce qu'il y a moyen de vivre une aventure qui ne soit pas une aventure symbolique? C'est-à-dire que on le sait, la figure du héros dans nos mythes à nous, je veux dire, hein, contemporains ou anciens, antiques, ça, c'est toujours pour signifier quelque chose. Je pense à Ulysse, à Achille, je pense à des dieux, à des héros grecs, Hercule, etc. Mais dans un jeu de rôle, jouer directement un héros, si tu n'as rien à signifier, tu joues juste un type très fort, quoi. Et c'est un peu le problème, j'ai envie de dire, une fois que l'histoire a été faite, une fois que tu es devenu héros, hein, une fois que Gilgamesh a trouvé son secret d'immortalité, c'est fini. Voilà, fin de l'histoire, à moins de faire Gilgamesh, le retour de la vengeance contre les fourmis géantes, quoi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais alors de manière assez surprenante, il y a aussi une autre interrogation, c'est que très souvent, on limite justement les bas niveaux à ces confrontations un peu à deux balles, porte-monstre trésor, etc. Et j'avais trouvé, et je vais rendre César ce qu'il y a à César, parce qu'on lui a fait des tas de procès, alors pas forcément à tort, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, c'était la 4e édition de Donjons et Dragons, dont il y a un manuel du meneur de jeu. Et ce manuel de meneur de jeu a pour moi 2 qualités énormes. La première qualité, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins dans bon nombre de livres dont vous êtes le héros, lapsus, dans bon nombre de livres de jeux de rôle, c'est qu'il ne partait pas du principe que le meneur était expérimenté. Et donc, il y avait vraiment une approche très didactique. C'est quoi être un meneur? Comment on fait ça? Comment on crée une amorce? Comment on fait une accroche? Et surtout, et ça c'est la seconde, c'est quoi une expérience de jeu de rôle? Est-ce que c'est forcément porte-monstre trésor? Et il y a tout un chapitre qui est consacré en fait à la scène. Qu'est-ce qui va représenter une action? Est-ce que le simple fait de, par exemple, de préparer l'expédition n'est pas une aventure en soi? Et oui, oui, tu m'étonnes. Et là-dedans, il y avait des conseils qui étaient, je trouve, très très intéressants. Alors comme ça restait Donjons et Dragons, ça revenait toujours un peu à comment faire ça au niveau des règles, c'est-à-dire, mais c'était pareil, c'était intéressant parce que ça montrait que on pouvait tout à fait faire une soirée sans faire un jet d'attaque, mais en utilisant des défis liés aux compétences, etc. Ça va être quoi un défi lié aux compétences, etc., etc. T'avais une partie qui était consacrée aux pièges, aux énigmes, comment résoudre les pièges autrement que fais-moi un jet de détecter piège. Bon, c'est bon, t'as trouvé, t'as désamorcé le piège. Et ce manuel du maître de la 4e édition, j'ai pas trouvé beaucoup d'équivalents là-dedans. Le seul que j'ai trouvé qui était vraiment assez didactique là-dessus, c'était Wurm, un jeu de rôle qui se passe durant la préhistoire, qui s'intéressait. Alors parce que eux, il y avait une approche ensuite très différente parce que c'était le côté comment jouer sur une époque qu'on connaît très peu, la préhistoire, comment jouer avec des enfants, comment etc. Mais au moins il y avait des choses qui sont données. Et c'est pour ça, je pense que l'un des problèmes qu'il y a, c'est que si on arrive sur un jeu on va jouer des personnages débutants, des personnages communs des mortels, basiques, ou des personnages héros, le premier réflexe, ça va être de tiens, je vais faire porte-monstre trésor. Et c'est un peu le problème. Alors c'est après, c'est logique, parce que comme tu l'as dit, et ton lapsus était intéressant, comme tu l'as dit, on est habitué justement à être le héros, le livre dont vous êtes le héros, notamment, mais on a toute cette imagerie-là, toute notre construction imaginaire, je veux dire en tant qu'enfant, adolescent ou même adulte, quand vous regardez un film, quand vous regardez une série, quand vous jouez à un jeu vidéo, quand vous jouez à un livre dont vous êtes le héros, bon, même si ça ne doit pas se jouer des masses, ou quand vous lisez une BD, on te parle d'un héros. Et souvent, d'ailleurs, on te parle d'un seul héros, c'est-à-dire du héros solitaire, du héros, en tout cas, il peut avoir des aides. Parce que c'est ça, en fait. Il peut avoir des aides, il peut avoir des potes avec lui, des seconds couteaux, mais il y a le protagoniste. Il faut revenir au mot premier. Ce protagoniste, celui par qui l'action arrive, enfin, celui qui s'affronte à ça. Et puis, ça pose aussi la question, qu'est-ce qui se passe quand on ne joue pas des héros, tout simplement? Oui, parce que si on est 6 autour de la table, tout le monde ne peut pas être le protagoniste principal, quoi. D'une part, et puis surtout, même, qu'est-ce qui se passe quand le principe du JDR n'est pas de faire jouer les héros? On pense par exemple à l'appel de Cthulhu.
L'appel de Cthulhu, c'est d'ailleurs intéressant, vous ne jouez pas des héros, vous jouez des investigateurs. Le terme n'est pas choisi au hasard, vous êtes là pour mener une enquête. Quand on connaît Lovecraft, on sait que ça va mal finir, très clairement. Et surtout... Oui, c'est vrai, mais ce sont des règles qui peuvent tout à fait être utilisées pour faire juste de l'enquête de roman noir. Tout à fait. Le système Chaosium, le système Chaosium est un système universel, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait utiliser les règles de Cthulhu pour faire autre chose. Mais ce qui va être intéressant, c'est que dès le début, ces règles-là vous disent très clairement, non, vous n'êtes pas un héros, vous n'avez pas des capacités extraordinaires, vous avez un système, vous avez des pourcentages, vous pouvez tout à fait avoir un petit 30% dans votre jet d'attaque ou quoi que ce soit, donc vous n'allez pas faire le guignol. Et non. Voilà. Et non. Et ça, c'est un point qui va être important, c'est à vous de réfléchir en voyant ces statistiques qui sont sous vos yeux à ce que vous allez faire, alors que ce n'avait pas être le cas, par exemple, d'un Ambre, où justement, vous êtes un dieu, il n'y a pas de statistiques particulières à part des attributs extrêmement génériques. Et donc là, le joueur, il est un peu livré à lui-même. Mais oui. Et donc le meneur, il se retrouve avec une grosse problématique, c'est comment... alors soit il tombe sur des joueurs qui sont à fond là-dedans, et finalement le meneur, il a juste à servir la soupe, entre guillemets, à répondre aux joueurs, mais de temps en temps, il va devoir amorcer, il va devoir faire vivre tout ça, et à nouveau, c'est pour moi plus compliqué de faire des bons scénarios avec justement des super-héros, des dieux, etc., que face à un joueur qui va se retrouver avec sa fiche de perso, avec Raoul et ses 40% en bêcher la terre, où il va se dire, bon voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi. Il y a ça, et puis donc il y a cette problématique-là. Il y a aussi cette problématique que c'est au MJ qui va avoir... on en revient souvent à ça, le MJ est quand même au centre de tout, mais le MJ va avoir un boulot colossal pour non pas dire à ses joueurs, allez-y, faites des trucs, dans le cas donc où on n'est pas un héros, où on est un lambda, allez-y, faites des trucs. Non, c'est l'inverse, c'est calmez-vous. Non, tu peux pas avoir une armée de 800 personnes, même si tu es le général machin ou le grand héros du siècle. Non, si tu es un dieu, tu ne peux pas faire jaillir un volcan, ou alors si tu le fais, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est ça le problème, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la problématique va s'inverser complètement. Tu peux faire beaucoup de choses, mais finalement, pour faire quoi? Et alors autant par exemple dans Nobilis la question se pose, la question va se poser dans la situation du contexte. Dans Exalted, alors Exalted c'est un cas particulier puisque vous jouez en fait une sorte de demi-dieu qui vient de renaître et qui s'aperçoit qu'il est dans un monde qui lui est foncièrement hostile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui traquent les demi-dieux pour les éliminer, et on a presque envie de dire dans Exalted, tu es un demi-dieu parmi tant d'autres. Ouais, donc ça rééquilibre rééquilibre truc, méchamment. Quand on regarde l'opposition lambda dans Exalted, on s'aperçoit que l'une des organisations, c'est la bureaucratie céleste qui gère les différends entre les dieux. Bon, le petit demi-dieu, là, il va pointer, il va prendre son ticket, il va faire la queue comme les autres. Bon. Oui, donc on est presque plus proche d'un innominé satanisme à une Veritas, où tu es, où tu es un démon ou un ange, en fait, enfin, tu es vraiment un lambda. On rééquilibre, en fait, l'univers par rapport aux joueurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, tu citais Magnus Veritas, j'allais à venir, hein. C'est effectivement une façon, un ressort narratif qui est fait de dire, bon, écoutez les gars, vous êtes des dieux maintenant, vous occupez plus du commun des mortels, ou sinon de très très loin. Il y a d'ailleurs un univers Donjons & Dragons qui répond à ça, qui est Birthright. Et oui. Où effectivement, désormais, vous êtes les vanupiers, les gobelins ne viennent plus en fait qu'une statistique, dans le sens où il y a 500 gobelins qui attaquent votre village ou un truc comme ça, mais c'est plus un individu, quoi. Et par contre, ça devient des jeux politiques. Voilà, et ça devient, on revient sur des jeux politiques où on est plus finalement, la véritable confrontation devient l'administration que le simple combat qui finalement peut avoir ses intérêts, parce qu'il y a le côté très superlatif, hein, c'est-à-dire les pluies de météores, les nuées de dragons qui vous attaquent, ce genre de choses, quoi, ou l'intervention d'un grand ancien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'avais d'ailleurs dans cet esprit-là, j'avais joué. Alors malheureusement, c'est pas un jeu de rôle publié. C'était une amie qui avait fait son propre jeu de rôle, probablement inspiré par d'autres trucs. Donc, mais bon,
En fait, l'histoire, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que on jouait des personnages extraordinaires, et en fait, plus on montait dans la hiérarchie de l'extraordinaire, donc on était des espèces d'intrigants, etc., et plus, un peu comme dans la politique, plus tu arrivais en haut du pouvoir, et plus les intrigues étaient mortelles, en fait. Mais mortelles pour toi. Les gens se tiraient dans les pattes, c'était une horreur, mais rien de physique, comme tu disais, parce que y a rien de physique à faire, quoi. Il y a rien de physique à dire. Puis surtout, tu as des larbins pour faire le physique. Hein. Bah oui, un jeu qui était intéressant parce qu'il le traduisait de manière mécanique, c'était Vermine. Donc Vermine est un JDR post-apocalyptique franco-français qui est très intéressant parce que là on parlait d'une catastrophe, on avait parlé dans notre podcast sur le post-apo, on parlait ici non pas d'une catastrophe liée à l'homme mais à Mère Nature qui avait été gavée par les hommes et qui avait décidé de faire une sorte de grand ménage version apocalypse verte, quoi. Et dans les mécaniques de Vermine, le meneur de jeu est un personnage, c'est-à-dire qu'il a aussi son niveau, il a aussi son expérience, et il n'a le droit finalement d'utiliser certains ressorts de meneur qu'à condition d'avoir le niveau correspondant. Donc certains PNJ présents dans le monde ne peuvent être actionnés que s'il a le niveau pour cela, et certaines menaces ne pourront être actionnées que s'il a le niveau pour ça. Je pensais notamment à des maladies. L'une des grandes menaces dans Vermine, ce sont des maladies. Tu peux rayer un groupe. De toute façon, ça c'est un classique de n'importe quel jeu de rôle. Les poisons, les maladies, ça peut décimer un groupe très facilement. Là, en fait, non, le meneur, il ne peut pas utiliser la variole rouge s'il n'a pas le niveau correspondant. Et c'est une façon, en fait, un peu d'équilibrer, justement, en fait, de faire réfléchir le meneur et les joueurs aussi à l'équilibre des puissances entre, d'un côté, le groupe, parce que dans Vermine, vous jouez du nobody, hein, très clairement, des pauvres gens qui veulent survivre, et le meneur de jeu qui a à sa disposition tout l'univers. Et là, en fait, la mécanique de jeu incite à rééquilibrer les deux systèmes, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, dans Donjons & Dragons. Dans Donjons & Dragons, vous allez avoir cette mécanique de challenge rating qui va vous dire non, là, le monstre, il a un challenge rating de 10, tu ne le mets pas face à des joueurs niveau 1. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce challenge rating-là, j'avais complètement oublié dans Donjons & Dragons. Les gens critiquent, mais à nouveau, quand vous n'êtes pas meneur, quand vous n'êtes expérimenté, pas c'est très bien. Ouais. Alors, ça peut contraindre, parce que du coup, on va dire, non, ça, je vais pas l'utiliser, mais en fait, on pourrait tout à fait imaginer le monstre blessé, etc., etc., mais ça permet quand même de créer des amorces d'histoire, de permettre d'actionner certaines choses beaucoup plus facilement. Disons que soit tu es expérimenté, effectivement, et tu sais t'adapter en disant, merde, en plein milieu de la partie, merde, le monstre est trop dur, ils sont nuls, vite, je change, et puis je redescends un peu les caractéristiques, et puis bon, ça passe, quoi. Soit effectivement ta table va complètement wipe sur le monstre et ce sera fun pour personne en fait. Et alors c'est là où on arrive à un point, c'est qu'il existe des jeux qui sont complètement asymétriques, c'est-à-dire on va avoir effectivement des communs des mortels et où par nécessité l'opposition va être hors mesure, et l'exemple type c'est l'appel de Cthulhu. Évidemment. Dans l'appel de Cthulhu, vous avez vos investigateurs et en face, au milieu, vous avez une société secrète tentaculaire avec des capacités qui est hors la loi, hors norme et machin, et le moindre faux pas de vos personnages un peu débutants, si le meneur est pas prudent, ils sont morts. Si vous avez déjà regardé les caractéristiques d'un simple profond, le gars en face, il a intérêt à avoir sa Tommy Gun bien préparée et sa rasade de whisky pour éviter de partir en courant quand il va voir la bestiole. Donc, ceci n'est pas une pub pour la consommation d'alcool, hein, je rappelle. Non. Voilà. Mais, sauf si tu es dans la version pulp de Cthulhu, voilà. À ce moment-là, bon, voilà. Mais là... Oui, mais parce que c'est du pulp. Parce que c'est du pulp, exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a tu as pas mal de JDR qui ont justement essayé de construire ces systèmes un peu asymétriques, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Parce qu'effectivement, là, ça demande à nouveau au meneur de savoir quand est-ce qu'appuyer sur le levier, quand est-ce que je peux dire, voilà, on va amener le joueur à la confrontation. Et celui à nouveau qui le faisait très bien, enfin qui le présentait très bien, c'était le livre du meneur de la 4e édition, qui montrait justement comment construire des scénarios à paliers. Vous commencez à une échelle locale, les problèmes du village. On s'aperçoit que dans le village, il y a un type qui est un peu louche et qui est lié en fait à une conspiration à l'échelle régionale. Cette conspiration régionale, on s'aperçoit qu'elle est liée à un culte, etc., etc. Et on fait une progression comme ça qui va se faire. C'est l'un des rares livres de JDR qui aborde justement cette construction asymétrique par rapport au meneur.
qui va expliquer, qui va dire à un jeune meneur, écoute, voilà, tu peux construire ton histoire de cette manière, mais fais attention, ton méchant qui peut être, je sais pas moi, le grand nécromant machin, tu le fais pas sortir maintenant parce que tes joueurs, ils vont mourir tout de suite. Hein. Donc voilà comment tu peux faire ça. Tu vas lui donner un lieutenant, tu vas peut-être agir comme ça, et puis au début, ils sont peut-être pas du tout confrontés à ça. C'est des gars qui fournissent des cadavres, qui pillent le cimetière, qui fournissent des cadavres pour le bonhomme. Donc il va aider à construire ce rapport-là. Finalement, un rapport qui est plus proche de ce qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, finalement. Puisque dans les jeux vidéo, c'est d'aventure, hein, je veux dire, enfin, ou d'action, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu commences par des petits lieutenants, puis tu progresses jusqu'au boss final. On te met pas le boss final tout de suite, ou alors c'est juste pour te dire, regarde, t'es mort, maintenant tu ressuscites, quoi, voilà. Je pense. Avec Dark Souls, etc. Mais... Voilà, avec des... oui, c'est une vertu pédagogique dans Dark Souls. Hein. C'est ça, voilà. Y a une fonction. C'est de te faire comprendre que, bon, voilà, on n'est pas dans un jeu... Alors, pareil, ça c'est quelque chose qui est abordé, c'est de dire, ben voilà, comment on place le ton du jeu. Dans un univers de... Alors, malheureusement, il n'y a pas d'équivalent français de Sword and Sorcery. Donc Sword and Sorcery, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des univers médiévaux fantasy, mais dans avec une fantasy qui est un peu en retrait, qui est souvent perçue comme quelque chose d'hostile, de sombre, etc. On joue des personnages qui sont très terre à terre, le guerrier, le barbare, le voleur. Bon, c'est Conan le barbare entre guillemets. C'est Fritz Leiber, pour ceux qui connaissent sur le sorcier gris. Et là-dedans, on va avoir effectivement ce rapport un peu particulier à la progression du personnage. C'est-à-dire qu'au début, on va te dire, ben voilà, il y a une menace, le grand nécromant est de retour, etc., etc. Il va être là, ça va être le fond de tâche, et l'objectif, c'est comment on va faire pour s'en débarrasser. Le problème, c'est que ça peut être frustrant, quoi. Je veux dire, si tu fais un scénario, c'est typiquement des scénarios en campagne, là. Se faire. C'est de la campagne, et puis surtout, c'est un état d'esprit, enfin c'est comme pour Cthulhu d'ailleurs, hein, ça demande un état d'esprit de la part de votre table de joueurs qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire que en général, ce sont les Sword and Sorcery, c'est vraiment des univers très sombres quand même. C'est des univers où vos personnages, en général, arrivent là, ils sont déjà traumatisés par des événements qu'ils ont vécus dans leur enfance ou dans leur adolescence. Regardez Conan, hein, le film, hein, je veux dire, il a été esclave, il a été, etc., avant de devenir ce qu'il est, quoi. Et c'est vraiment quand même une ambiance. Je trouve que ce sont des jeux qui sont plus proches, justement, tu parlais de Cthulhu, qui sont plus proches de l'appel de Cthulhu, finalement, que de Donjons et Dragons. Oui, et c'est surtout après avec ce côté alors low-tech ou low-magique, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de triche possible. Tu n'as sous la main que tes outils et ta capacité à utiliser tes outils. Donc ce qui fait que effectivement ça va limiter entre guillemets le champ d'action. On revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que dans ce genre de jeu, le joueur est confronté à ses propres limites et il les voit, elles sont perceptibles. Alors que dans des jeux où tu joues un dieu, t'as pas de limite, t'as un périmètre tout au plus, et là du coup, le périmètre, c'est ce que le joueur va bien vouloir se donner, et du coup, comme tu disais, il faut avoir une table qui est préparée à cela, qui va être volontaire, qui va vouloir s'investir, parce que s'il est là en disant, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire, bah ce que tu veux, ah ok, d'accord, je sais pas trop. Est-ce que tu penses, toi, d'expérience, que les tables, parce que je trouve, enfin, avis personnel, moi je pense que ça ne marche absolument pas, et je préfère jouer des grouillots, pour tout un tas de raisons, mais est-ce que tu penses que des tables de héros... Alors, je pense par exemple à Star Wars. Je prends l'exemple typique de Star Wars, parce que Star Wars, on peut y jouer de deux façons, et puis comme ça, on n'a pas besoin de présenter Star Wars aux auditeurs, vous savez très bien ce que c'est. On peut y jouer de deux façons, c'est-à-dire soit vous jouez effectivement les petits gars qui vivent dans l'univers de Star Wars, mais qui sont à qui le contrebandier nul, à qui même l'employé de poste, enfin tu peux jouer ce que tu veux, puisqu'on est dans de la SF. Ou alors vous pouvez jouer à Star Wars en étant que des Han Solo, que des Luke Skywalker, que des grands trucs dont les antagonistes, je vous rappelle quand même que l'antagoniste principal de Luke Skywalker, pour vous donner le degré de puissance, c'est l'empereur et le bras droit de l'empereur. Enfin, je veux dire, on est quand même à des niveaux de puissance qui sont délirants. C'est comme si dans Donjons et Dragons, ton seul antagoniste, c'est Tiamat. Tu vois, en dessous, il n'y a rien. C'était un peu le propos de la campagne de Dragonlance. Hein. C'était cette idée-là. Absolument. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est jouable? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que tu penses qu'autour d'une table, c'est faisable? C'est faisable, mais à condition, comme je disais, c'est comme pour le fantastique. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une table
qui viennent et qui disent voilà, nous on veut jouer une bande de rebelles qui vont voler les plans de la dernière arme impériale, machin, etc., qui comprennent qu'ils sont dans cette logique et on va jouer dans cette logique. Mais à nouveau, le vrai problème, la vraie difficulté, ça va pas être les joueurs, ça va être le meneur pour réussir à créer le bon équilibre. Parce que si c'est trop bas, bah tu t'ennuies. C'est-à-dire, bon, au bout d'avoir massacré ton 10e grouillot, voilà, ton 100e grouillot dans l'affaire. Ton 100e Stormtrooper. Voilà, et si c'est trop, alors qu'est-ce qu'on entend par trop bah, c'est vraiment problématique. Un JDR qui le faisait très bien, ça, c'était les secrets de la 7e mer. Ah oui. Les secrets de la 7e mer, c'est du KPDP, au sens vraiment Alexandre Dumas, avec des personnages, des héros plus grands que nature, avec souvent un trait de caractère qui les fait, voilà, leur hubris entre guillemets, hein, qui va les faire, qui va causer leur chute, mais qui leur donne aussi une supériorité sur les autres. Et John Wick, le créateur de la gamme, qui aussi, on en reparlera parce que c'est un auteur qui est très très intéressant, précise tout de suite, vous allez avoir 3 types d'antagonistes. Vous allez avoir l'antagoniste, vous allez avoir ses hommes de main et vous allez avoir les sbires. Et les sbires, en fait, ne fonctionnent que par escouade. C'est-à-dire, bon, c'est un jeu qui fonctionne. Le système de jeu, c'est des succès. Hein. Vous devez, comme pour pour le monde des ténèbres, vous lancez des dés. Chaque dé qui fait au-dessus d'un seuil, c'est un succès. Eh bien, quand vous tombez sur un antagoniste, ça va causer des blessures. Quand vous tombez sur des sbires, chaque succès, c'est un sbire qui tombe. Et oui, logique. Voilà. Donc du coup, ça permet des combats très dynamiques. Voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, voilà, c'est les joueurs qui sortent des prisons et qui abattent, qui pourfendent 36 bonhommes dans la cour de prison en se prenant 4 ou 5 estafilades. Et puis à un moment arrive Dark Vador / Inigo Montoya / ce que vous voulez, et qui va être subitement. Et c'était très très intelligent. Alors, le jeu avait aussi avait des défauts parce que le système de combat, dès que tu étais en fait, c'était un système de combat qui était prévu pour faire des duels. Donc en 1 contre 1, c'était super parce que c'était très dynamique avec des systèmes de parade riposte, etc., etc. 5 contre 5, le combat durait une soirée. Hein. C'était pas plus compliqué que ça. Mais par contre, effectivement, l'auteur ce John Wick montrait en fait qu'il était important de savoir quand créer ça. Alors, vu que la thématique c'était le KPDP, ce qu'on appelle le swashbuckling en anglais, bon bah les scènes d'action c'est vendu, hein, c'est en fait tu joues à ce jeu pour faire du swashbuckling, tu vas pas faire ça pour faire de l'appel de Cthulhu. Et c'est vrai que ça allait un peu tout seul, les joueurs se donnent à plaisir, on se fait des bagarres dans les tavernes, on fait des courses de calèches, etc., etc. C'est prévu, c'est vendu pour, et c'est bien articulé par rapport à ça. Il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment, qui justement élimine un peu le gras du système qui faisait que certains combats pouvaient durer des plombs, et avec en plus vraiment une approche, je trouve, très intelligente dans la création du personnage. Et vraiment, si vous avez l'occasion, regardez les conseils de maître distillés par John Wick dans ces 2 jeux de rôle, les plus connus, Secret de la 7e mer et le livre des 5 anneaux, première et seconde édition. C'est remarquable. C'est lui, voilà. D'accord, ok, c'est lui. Et parfait, je vois. C'est remarquablement, c'est très très pertinent, notamment sur la création des scénarios, j'avais beaucoup aimé son principe, ce qu'il appelait le principe Die Hard, c'est-à-dire que il disait voilà, qu'est-ce qui rend Piège de Die Hard, Piège de cristal, le film. Il dit l'une des scènes les plus extraordinaires de Piège de cristal, c'est donc le héros, je me rappelle plus son nom, qui vient finalement d'échapper aux méchants, il se retrouve dans un étage où toutes les barrières, toutes les vitres ont explosé et il découvre qu'il est pieds nus. Et oui. Cette scène, elle est connue. Et d'ailleurs, quand on repense, moi, je vois la tête de Bruce Willis qui voit ça et qui comprend qu'ils vont chier, que ça va être terrible, qu'il va devoir marcher sur du verre, et puis après, on le voit retirer ses petits éclats de verre, etc. Et il dit, bah voilà, c'est ça un scénario qui est bien pensé, c'est-à-dire qu'il y a la scène de combat, les joueurs ont passé la scène de combat, et en fait, il y a un truc, quelque chose qui fait que ils vont encore être dedans. Et c'est quelque chose d'anodin. Vous êtes pieds nus, il y a du verre pilé par terre. Et oui. Voilà. Mais c'est ça, oui, comme tu dis, ça dépend énormément du MJ. Ouais. Mais ça dépend aussi du dynamisme des règles. Et alors, tu parlais du dynamisme des règles, justement, mais je pense à ça parce que ce que tu m'as dit m'a fait penser à 2 jeux. Un qu'on va vite évacuer parce que c'est de la KPDP, mais il est foiré, c'est les 3 Mousquetaires.
qui est un vieux jeu français que j'ai trouvé dans une brocante qui ressemble à rien, avec des règles extraordinairement ratées. Dommage, parce que ça aurait pu être très bien, justement. Il y a toute une mécanique sur tout un discours sur la cape et d'épée, puis on va y aller vraiment à Alexandre Dumas et tout ça. Malheureusement, les règles sont. Il faut dire une chose, c'est que finalement, le cap et d'épée, pour entre guillemets, notre culture, je mets de très très gros guillemets là-dessus, ça aurait pu être l'équivalent de Tolkien pour le JDR. On aurait pu avoir effectivement là-dedans. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, non. Quasiment. Non, pas du tout, et c'est même foiré, c'est même. Voilà. Enfin, ils y arrivent pas, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi, et c'est dommage parce qu'on a vraiment une tradition vraiment. Ah puis alors, cinéma, livres, ce que vous voulez. Oui, enfin il y a tout ce qu'on veut, quoi. Il y a de quoi piocher. Mais bon, visiblement non. Mais là aussi, ça me fait penser à ce que tu disais sur les personnages bigger than life. Enfin voilà. Dernière digression, c'était d'ailleurs, je pensais à ça. C'était un article que John Wick avait publié en disant. Donc il terminait, il disait voilà ce que je vous recommande de regarder. Il disait quel dommage, il y a énormément de films français qui sont très intéressants dans la mise en scène, mais bon, ils sont en français. En plus, c'est compliqué de les voir aux États-Unis. Et c'est là où je m'étais rendu compte, c'est vrai que on a tout ça. On aurait pu, comme finalement les Allemands avec l'œil noir, créer notre propre gamme de JDR sur le cap et d'épée. Et il y a eu des tas de tentatives, mais d'abord, soit par manque de qualité ou par face au rouleau compresseur. Manque d'intérêt aussi. Manque d'intérêt. Comme tu dis, rouleau compresseur, etc. Et le deuxième jeu auquel je pense sur le côté héroïque et qui lui fait très bien les choses, je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans un autre podcast, c'est James Bond avec ses points d'héroïsme. Tout à fait. Ou, je crois d'héroïsme ou de karma, je sais plus. C'est héroïsme. Héroïsme, destin, karma, slash. Destin peut-être. Enfin bref. Et donc vous dépensez. Donc typiquement, vous avez votre fiche de personnage. Donc vous n'êtes pas un double zéro. Hein, vous êtes un normal, un espion normal. Mais déjà un agent secret. Vous avez quand même de l'héroïsme. Déjà un agent secret, c'est important. Et vous avez de l'héroïsme. Et en fait, ces points d'héroïsme, ce pool de points, je crois que vous en avez 3-4 peut-être par partie, peut-être moins, vous allez le dépenser. Et ce qui est extraordinairement bien trouvé, je trouve, dans ce jeu de rôle, c'est que vous allez le dépenser c'est à votre discrétion. Mmh. Alors évidemment, ça peut être pour réussir un jet, ça peut être pour faire un tir extraordinairement précis, mais ça peut être aussi pour vous rentrer dans un hélico. Votre personnage sur sa fiche, il n'y a absolument pas marqué qu'il sait piloter des hélicos. Vous dépensez ce point pour dire bon, finalement je sais dépenser, je sais l'hélico. Ok, le MJ dit ok, c'est bon, tu sais. Et voilà, c'est assez. J'ai trouvé ça très. Et c'est marrant que tu le cites parce que John Wick a pillé cette mécanique pour les secrets de la 7e mer, puisqu'on a des dés d'héroïsme qui ont exactement à peu près la même fonction, c'est-à-dire soit de permettre d'utiliser une compétence que l'on n'a pas, soit de réussir des jets. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement dans la réflexion que John Wick fait, il dit plus vos personnages vont être extravagants, plus grands que nature, comme tu disais, plus l'opposition va l'être. Hein, le méchant qui tombe dans le volcan et qui survit, etc. Et donc, à chaque fois que vous dépensez un dé d'héroïsme, le meneur gagne un dé de vilainie. Et les dés de vilainie, il peut l'utiliser contre vous, avec notamment pour activer les capacités de ces méchants. Alors, chaque antagoniste a le droit à une capacité d'antagoniste, au même titre que vous avez le droit à une capacité de truc. Il y en avait une qui m'avait fait beaucoup rire, c'était survivant. Et en fait, survivant, c'était vous dépensez un dé de vilainie, et non, vous ne l'avez pas tué, c'était son frère jumeau, il a réussi à sortir du volcan indemne, etc., etc. Donc, tant qu'il reste un dé de vilainie, l'antagoniste n'est pas butable. Et donc, l'objectif des joueurs va être essayer de faire dépenser ces dés de vilainie. Et il y en a et de même, tu peux utiliser les dés de vilainie pour activer l'hubris des joueurs. Moi, j'ai un souvenir remarquable là-dedans. Ça rentre vraiment dans mes quelques souvenirs de meneur dont je suis fier. C'est un de mes joueurs avait pris comme hubris naïf. Il avait fait Candide. Il voulait faire Candide comme personnage. Il avait pris naïf. Et ils affrontaient un méchant qui n'était pas un méchant combattant, qui était un manipulateur. Et comme c'était le 8e, 10e scénario, ils avaient compris que le gars c'était un salopard, voilà, machin, etc., etc. Et j'ai fait un scénario où tout l'objectif du scénario a été de vider la réserve du joueur pour qu'à la fin, il se retrouve seul face au méchant qui lui sort un truc, mais oui, je suis là pour aider les orphelins, etc. Tout ça a été mal compris. Tu dépenses le dé de vilainie et lui, il se retrouve coincé par rapport à ça. Il dit, oui, ok, je crois à votre histoire. Oh là là, vous aidiez les orphelins. Je ne vous y croyais pas. Et ça, c'était,
on parlait justement de comment équilibrer ça, et je trouve que John Wick, dans Les Secrets de la Septième Mer, est bien arrivé. Dans La Légende des Cinq Anneaux, c'est plus compliqué. On en reparlera quand on fera, je pense, un podcast sur comment les règles créent de la narration. Oui. Parce que La Légende des Cinq Anneaux a des choses très intéressantes à dire là-dessus. Mais dans le cadre des Secrets de la Septième Mer, cette mécanique justement d'héroïsme qui fait qu'on va avoir des personnages qui, non, au début, sont des personnages un peu ordinaires, mais parce qu'ils ont ces héroïsmes, vont pouvoir faire des choses plus grandes que nature, mais qui vont entraîner une opposition qui va permettre au meneur de jeu de sortir une opposition qui a dit « Ah ouais, tu fais ça, ok, pas de problème, blam !» Le côté Die Hard, moi je vais utiliser ça, tiens, je vais te mettre du verre pilé sous les pieds, maintenant débrouille-toi avec. Quoi. Oui, on est tous, c'est bien parce que ça s'équilibre presque dynamiquement, voilà. Et non pas par l'univers. Et moi j'aime bien cette idée de justement, cette mécanique de justement avoir, vous jouez tranquille, ça reste tranquille, je caricature, vous jouez à fond, et ben en face c'est à fond aussi. Et ça c'est chouette parce qu'il y a vraiment du coup un échange. Et vu que les joueurs, j'imagine, sont au courant de comment fonctionne le monde, ils peuvent aussi jouer avec ça. Dans l'exemple que j'ai donné, j'ai fait ce coup une fois. Je peux t'assurer que dans les parties suivantes, les joueurs notaient mes dés de vilainie. Oui, voilà, ce qui est normal, c'est de bonne guerre. Et c'est le but, et c'était devenu très très drôle. Je les salue. Hein. On avait fait vraiment. On avait été arrivé au stade où dès qu'il y avait un PNJ qui arrivait et qui leur demandait est-ce que vous avez besoin d'aide, il lui en collait une parce que ils étaient devenus parano au dernier degré. Quoi. Mais ça c'est le risque. Voilà, ça c'est le risque. Mais j'avoue vraiment ça c'était. Il y a toujours une ou deux parties où on a un souvenir parce qu'on se dit voilà ça s'est bien passé, ça c'était vraiment mon méchant, hein, le comte Vadémar de l'Avent, hein, voilà. Mais c'est là où on revient finalement à cette question qu'est-ce qui va faire le héros, qu'est-ce qui va faire le super-héros, qu'est-ce qui va faire le dieu, cette question de l'antagoniste, cette question de comment on crée l'aventure, comment on actionne l'aventure. Et c'est vrai que on dit voilà c'est peut-être plus facile de faire des personnages de bas niveau. Ouais, mais finalement, ça peut être aussi extrêmement compliqué. Hein. Autant effectivement les dieux, réussir à trouver quelque chose qui va mobiliser les joueurs, ok, difficile. Les héros de base, Donjons et Dragons, ils sont là pour l'aventure, donc ça va, c'est facile. Mais à nouveau, je reprends l'exemple de Warhammer où tu es le charbonnier. Quasiment tout l'univers est mortel à 100%, à peu de choses près vu ton niveau, vu ce que t'es. Pour le meneur, faire quelque chose où le joueur va pas se dire « Oh là, non, moi, je vais pas me lancer. Tiens, mon perso, j'ai pas envie qu'il canne. » Ou se dire « Moi, je suis un charbonnier, je vais pas partir à l'aventure. Faut que je ramène de la nourriture à la famille. » C'est beaucoup plus complexe, effectivement. J'avoue que c'est beaucoup plus complexe. Mais en même temps, moi, c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire de trouver... Je parle pas d'un point de vue MJ, hein, je parle vraiment du point de vue du joueur, justement, et moi, du MJ du coup aussi, c'est vraiment de trouver cet intérêt... je vais plus vivre, voilà, on va dire ça plutôt comme ça, je vais plus vivre mon personnage comme justement il est pas élu, il est élu de rien du tout, et comme tu dis, non, putain, mais j'ai pas envie d'y aller, moi, je suis charbonnier, je suis le fermier du coin avec ma faux, qu'est-ce que tu m'emmerdes, quoi. Et j'y vais quand même, je trouve qu'il y a un côté dépassement qui est beaucoup plus agréable finalement que, alors attention, politique, que Donjons et Dragons, qui est quand même super capitaliste dans l'idée. De toute façon, Donjons et Dragons, faut pas oublier que tu joues des personnages qui n'ont pas de moyens de gagner leur vie autrement que l'aventure. Mais c'est ça. Voilà, ce sont pas des fermiers, etc. Donc, soit ils vont piller des donjons, soit ils crèvent de faim. Hein, faut être très clair. Et d'ailleurs. Donc c'est horrible quelque part. Je veux dire, quand tu es enfant ou adolescent, tu t'en fous. Mais quand tu commences à être adulte, tu fais attends, mais j'ai pas envie forcément d'être un pilleur de tombes, quoi. Voilà. Après, pilleur de tombes. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est quasiment devenu un MM. T'as beaucoup de bandes dessinées qui se jouent de ça, oui. des héros dans la dèche qui vont bientôt finir et qui acceptent. Mais un exemple qui va être tout bête, une amorce pour l'appel de Cthulhu, où les joueurs qui jouent effectivement qui un professeur, qui le facteur du village, vont vouloir aller vers l'occulte. Alors soit tu leur imposes et tu finis et c'est vrai que tu le vois souvent dans les scénarios 9 fois sur 10 sur des fins nanardisantes, les gars, même s'ils veulent pas s'en mêler, ça vient à eux et à un moment donné ils vont devoir réagir parce que sinon les profonds vont les boulotter, hein, voilà par exemple. Qui est le principe du fantastique, on en avait parlé. Ce qui est le principe du fantastique, c'est l'irruption du merveilleux dans la réalité. Le grain de sable
dont tu avais cité l'universitaire, le grain de sable dans la réalité, où tu vas avoir l'amorce, mais alors, vu 100 fois, voilà, votre vieil oncle vient de mourir, et puis, voilà, l'appât du gain, tu parlais de capitalisme. Hein, l'appât du gain. Voilà, c'est votre vieil oncle vient de mourir, allez, viens petit, viens toucher ton magot, je t'ai bien eu. Et, ou sinon, l'appel de la compassion, votre ami a un problème, venez l'aider. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, une fois que tu as sorti ces trois un peu tropes, c'est-à-dire effectivement la cupidité, la compassion et en fait c'est pas toi qui vient à l'occulte, c'est l'occulte qui vient à toi, c'est compliqué. Alors ça peut être compliqué, ça a été réglé dans quelques scénarios récents, parce que je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès depuis quelques années, justement dans l'appel de Cthulhu et tout ça. Ça a été réglé par justement l'acceptation, alors par les joueurs aussi du coup, de faire des équipes cohérentes. Et ce qu'ils appellent équipe cohérente, c'est-à-dire non, tu ne joues pas le facteur et l'universitaire et le flic, mais tu vas jouer, je dis une bêtise, 3 flics. Tu vas jouer 3 universitaires. Tu vas jouer une équipe de scientifiques qui part au hasard en il y a une Antarctique. Amorce qui est déjà là. Il y avait un supplément là-dessus qui était intéressant pour l'appel de Cthulhu qui s'appelait Terra Incognita. C'était en fait tout un supplément qui était consacré à l'archéologie. Et donc ça commençait. Pareil, c'est un des rares suppléments qui revenait, qui donnait des conseils aux meneurs en disant voilà, si vous voulez faire des scénarios basés autour de l'archéologie, la principale. Faites des archéologues. Vous êtes des archéologues, mais c'est quoi un archéologue ? C'est quoi des fouilles archéologiques, et qui expliquait un peu comment mener ça, et justement qui expliquait aussi comment va se créer la difficulté. Vous faites une expédition au fin fond du désert. Alors il parlait même pas de fin fond du désert, c'était au Maroc durant la période coloniale. Vous parlez pas la langue, vous avez besoin de guide, il vous faut de l'eau. Je vous rappelle qu'il faut des rations, ce genre de choses, et on est toujours pas au fantastique là. C'est ça, voilà. C'est ça. Et tu as déjà passé un bon moment. Et je trouve que ces amorces-là, surtout qu'en plus, pour en avoir fait des fouilles archéologiques, vous n'avez pas que des archéologues. C'est pas des millions d'archéologues qui se retrouvent comme ça pour fouiller la Terre. Il y a des étudiants, il y a des gens, des bénévoles qui veulent faire ça parce que ça leur plaît. Il y a l'administration. Il y a, comme tu dis, l'administration éventuellement. Comme tu dis, si c'est un peu loin, il faut des guides, il faut des chèvriers, enfin pas des, comment on appelle ça ? Oui, des chèvriers si tu as besoin d'apporter des trucs. Enfin, il y a des Sherpas, des machins. Des techniciens parce qu'il y a du matériel, voilà, etc. Oui, tout simplement. Donc il y a moyen de faire une équipe. Et c'est ce qu'il disait dans les scénarios, c'était pas mal, un moyen de faire une équipe qui n'est pas lambda, mais qui est cohérente, mais qui permet une autre approche, une autre amorce que l'habituel. Et on revient un peu à ce qu'on disait sur le fantastique, cette nécessité du contrat finalement entre le meneur et le groupe de joueurs pour justement faire en sorte que des personnages entre guillemets des mortels partent à l'aventure. Là, moi, j'ai un contre-exemple qui m'a fait beaucoup rire quand je préparais un de nos précédents podcasts. Je feuilletais un Casus Belli. Et il y avait un scénario pour l'appel de Cthulhu qui commençait. Les joueurs sont dans le métro, ça se passe à Paris. Un vieil homme s'effondre en arrachant une affiche, en disant « Ah, mon Dieu, ils arrivent, ils seront bientôt sur nous. » Bam, il meurt. Et le scénario part du principe que les joueurs vont fouiller le bonhomme, vont aller chez lui voir ce qui se passe, etc., alors que moi, mon réflexe, c'est de faire le 17, d'appeler et puis rentrer chez moi. Et puis rentrer chez moi, éventuellement faire ma déclaration aux gens en disant oui, c'est terrible, le monsieur, il s'est effondré devant moi. Ah là là. Il n'avait pas l'air bien dans sa tête, et puis basta, quoi. Et puis bon, évidemment. Et 48 heures plus tard, le monde est englouti par H-Tour, quoi. Ça, c'est très, très problématique. C'était souvent très problématique dans les casus belli, pour celles et ceux qui ont connu, de l'époque où les scénarios tenaient vraiment par la bonne volonté des joueurs, c'est-à-dire que c'était vraiment genre on s'est réunis ce soir autour d'une pizza, on va vivre une aventure. On va jouer, quoi. Voilà, c'est ça, et on va vivre une aventure. Ah ouais, ok, on va voir ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que tu as des réflexes. Alors, il y a aussi de très très bons scénarios dans Casus Belli, dans quelques-uns. Oui, bien sûr. Là, il y a quand même eu des efforts depuis des années pour. Mais celui-là m'avait marqué parce que en plus, tu avais même un petit encart. Comment devancer la police? Pourquoi je vais pas devancer la police, elle fait son. Pourquoi j'irais faire ça, quoi. Donc, et c'est là on pourrait revenir. Pour sauver le scénario tout bêtement, vous êtes des policiers, vous recevez un coup de fil, un homme vient de s'effondrer, et là en fait on commence déjà par l'enquête sur le terrain, on interroge les témoins, etc. Et ça sauve le scénario.
En fait, absolument. Ce que fait d'ailleurs très bien, je ne sais pas si tu connais, c'est sorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Les Rivières de Londres. Non. Et c'est un jeu de rôle de chez Chaosium, une adaptation de Cthulhu, mais dans un autre univers. Et c'est un univers d'un écrivain anglais, en fait, où on joue des flics, on joue des flics de la métropolitaine anglaise, de Scotland Yard. C'est pas basé sur un comics non, c'est basé sur une série de livres, qui s'appelle Les Rivières de Londres. C'est parce que ça me dit quelque chose. Et c'est fantastico, tu sais, un peu à la Neil Gaiman. Oui, c'est un fantastique qui disparaît, qui est en retrait, un fantastique exactement, occulte. Qui est un peu en retrait du monde, mais en même temps, on découvre qu'il y a un monde parallèle à celui qu'on connaît. Et donc, il y a une unité secrète, évidemment, enfin plus ou moins secrète de Scotland Yard, qui est cette unité qui fait en fait des enquêtes surnaturelles. Mais vous êtes tous des flics, en fait, débutants, mais vous faites partie de cette unité. Et vous avez une amorce qui va vous pousser à agir, etc. Voilà. Et il y en avait. Et c'est pas bête, en fait. Il y en avait pas mal qui jouaient là-dessus. Si on remonte vraiment dans le temps, par exemple, il y avait Méga 3, qui était, c'était un peu le principe où on jouait effectivement des gens dont c'était le boulot, qui avaient pour mission de le faire. Et c'est vrai que on parlait de Star Wars. Star Wars, l'univers est gigantesque, et c'est vrai que la tentation est grande de dire on va faire des Jedi, voilà. Mais on peut tout à fait faire ce que beaucoup de gens faisaient, une petite unité de rebelles qui essayait, tant bien un scénario tout bête, de faire de la contrebande, d'amener des armes à un point B. On sait pourquoi on le fait. On n'est pas, quand on regardait un peu les caractéristiques des rebelles par rapport aux soldats de l'Empire, on s'apercevait que les rebelles, c'était quand même des grouillots, quand même, par rapport aux troupes de choc de l'Empire. Donc, ça permettait justement de créer quand même un peu de difficulté, sans forcément avoir sortir Dark Vador et sa horde d'inquisiteurs, machin. Quoi. Mais c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est de trouver cet équilibre, c'est-à-dire, ça te permet de dépasser, comme tu disais, le contrat avec les joueurs, genre, bon, alors, vous avez aucune raison de partir à l'aventure, mais vous allez y partir quand même, ce qui est quand même toujours très très compliqué. Et avoir cette idée de cohérence de groupe permet justement, sans tomber dans l'héroïsme, d'être sur quelque chose de logique, de cohérent en tout cas dans le monde, c'est-à-dire comme tu dis, vous êtes une petite troupe de contrebandiers. Alors le film, moi je l'ai trouvé très mauvais, mais il y a un très très bon exemple pour ça. C'est Alien 4, celui qui a été fait par Caro et Jeunet, ou par Jeunet, je ne sais plus lequel. Voilà. Bon, le film, au secours, mais l'idée de base est très bien. C'est-à-dire qu'à la base, c'est qui les protagonistes ? C'est une bande de connards qui sont là pour transporter des trucs qu'on leur a dit de transporter. C'est tout. Voilà. Ils savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. Et souvent, ce sont des très bonnes amorces, y compris pour un JDR. C'est vous avez été embauché pour escorter une caravane. Voilà, par exemple. Voilà, quoi. Alors, tiens, tu me parlais de policiers. Il y a un jeu de rôle là-dessus qui est extrêmement connu, avec en plus un univers intéressant. C'est Berlin 18. Ah oui. Alors, Berlin 18. Alors, c'est Berlin 18, c'est un peu le jeu de rôle qui a eu le même problème que Starship Troopers, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était une critique en fait féroce des régimes autoritaires, de la police, de machin, des dérives que ça peut provoquer, à travers une approche extrêmement basique du métier de policier. Ça se passe dans un futur dystopique. Le jeu est symbolisé par l'arme que portent les policiers, qui sont des gros flingues, parce qu'il y a un petit côté de Judge Dredd, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ces policiers, s'ils veulent pouvoir faire leur boulot, justement, ils peuvent pas être policiers. Il faut qu'ils fassent preuve d'humanité, parce que ça ne marchera pas, quoi. Et là où ce qui est intéressant, c'est que là, je fais la comparaison rapidement avec la Légende des 5 Anneaux, c'est que dans la Légende des 5 Anneaux, tu vas avoir une mécanique de jeu qui fait que justement, cette humanité va poser problème avec ton code d'honneur. Et là, ici, cette humanité va poser problème au fait que tu sois flic dans un État fasciste. Voilà. Mais c'est justement, ce sont des jeux où tu joues des gens un peu ordinaires, au final. Les gens ils ont juste un métier. Ils ont un métier, déjà voilà, défini. ils ont une fonction. Une fonction. Et c'est ça, je pense que ça doit être le point d'accroche, c'est... pour un peu répondre à l'intitulé du podcast, c'est un peu pour moi le meilleur point, c'est-à-dire il faut que vos personnages aient une fonction autre que juste c'est des aventuriers qui partent à l'aventure parce que c'est des aventuriers, cette espèce de tautologie, tu sais. Qui s'auto-alimente, et surtout qui fonctionne à partir du principe où effectivement, comme tu disais dans Donjons & Dragons, ce sont des aventuriers qui pillent des tombes, parce que sinon ils crèvent de faim, ils n'ont pas d'autre métier. Alors que, moi je donne le contre-exemple de Warhammer, où effectivement, tu as un métier.
Tu es Pourquoi tu partirais en fait? T'es un batelier. Tu es là à faire le transit entre Nuln et Altdorf. Pourquoi t'allais chercher des Skaven ou autres bestioles au fond du coin, surtout qu'en plus le batelier, voilà, t'as ton 30 en combat corps à corps. Oh là, pas pour moi cela. Donc c'est vrai que c'est pour ça que quand on dit c'est difficile de faire des campagnes pour des personnages très puissants, c'est vrai, parce qu'il y a effectivement cette extrême liberté qui fait qu'on se demande pourquoi je jouerais encore. Et inversement, le personnage extrêmement faible, vraiment le Joe le mortel, bon. Et puis après... Sans élément déclencheur, pourquoi il jouerait en fait? Voilà, c'est ça. Après, sans élément vraiment... Voilà. T'as des jeux qui sont complètement hors normes. Alors, c'est soit des jeux blagues, ou soit des jeux pur divertissement. Je pense à tout. Je pense à Raoul, par exemple. Oui. Où là, Raoul, on est effectivement dans le commun des mortels. Pour ceux qui ne connaissent pas. En vacances à la plage. En vacances, Raoul, le jeu qui sent sous les bras. Tout est dit. C'était le sous-titre du jeu. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Mais l'avantage, entre guillemets, de Raoul, c'est que le jeu ne se prenait pas du tout. Enfin, voilà, on était là vraiment. Tu disais, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ce soir avec une boîte à pizza? Et puis, voilà, quoi. Si tu prends un autre exemple qui peut être intéressant, c'est Vampire. On est un peu à cet entre-deux. On n'est pas tout à fait des dieux, de loin pas, parce qu'en plus les dieux sont bien présents. Il y a des vampires de très vieille génération extrêmement puissants, etc. C'est d'ailleurs un peu l'articulation de cet univers, c'est-à-dire qu'il y a ces antidiluviens qui sont une menace pour les vampires. Mais de l'autre côté, on n'est pas des humains, on est comme plus fort que des humains, on a nos pouvoirs vampiriques, etc. Et en fait, ces jeux-là, l'articulation se fait beaucoup plus simplement. Puisqu'on est déjà, entre guillemets, des aventuriers, quoi. On a déjà, le jeu nous dit déjà, va falloir que tu te débrouilles dans ton univers de vampires, voilà. Ils sont plus faciles à mettre en scène que finalement des jeux où tu vas faire un simple mortel ou des jeux où tu vas faire un dieu, quoi. Et oui, finalement, c'est la réponse à la question, c'est ça, c'est faire de l'entre-deux où on est un peu plus que juste la personne qui passe, comme tu disais, qui va pas s'arrêter dans le métro parce que il s'en fout, il a sa vie. Et puis c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans certains scénarios. Tu citais celui-là, il y a d'autres scénarios où effectivement, même médiévaux fantastiques, pourtant. Je me souviens d'un scénario aussi comme ça dans Casus Belli qui était censé se passer dans la ville de leur ville là, dont le nom m'échappe. Qu'ils avaient créé, l'élite, c'est ça. Et où en fait vous jouiez, alors ils avaient trouvé ça très très chouette, le mec qui a écrit le scénario avait trouvé ça très sympa, vous jouez des marchands d'une rue, et puis il y a le marchand, il y a le machin, etc. Et puis il se passe je sais plus quoi, et donc ils partent en aventure. Non, c'est des marchands de la rue. Alors, et tu sais que mon boulanger qui se part avec son flingue, vas-y je vais me venger. Accessoirement, comme pitch de jeu de rôle, c'est intéressant. Le truc, oui, comme pitch, oui, mais si tu veux, ça colle pas. Mais tu pars pas à l'aventure chasser du dragon. Non, tout au plus, si le dragon a élu domicile dans ta boulangerie et est en train de manger tous tes beignets, ça c'est autre chose. Mais effectivement, voilà. D'ailleurs, juste si ça vous intéresse, vous avez tout à fait cette articulation et cette problématique d'articulation. On en parle souvent, mais dans les bouquins de Pratchett, si vous n'avez jamais lu les bouquins de Pratchett, allez-y, parce que c'est exactement cette articulation-là, et lui en joue évidemment et fait rire avec ça. C'est-à-dire, les gars qui sont là, genre non, c'est bon, fous-moi la paix, je veux pas y aller, moi. Il y a Terry Pratchett et il y en a un autre, c'est un autre auteur que j'ai découvert. Alors, c'est une autrice, accessoirement, qui a 2 noms de plume. Il faut surtout pas que je me trompe. Je crois que c'est Ursula Le Guin pour Ursula Le Guin, ouais. Ursula Le Guin pour ça. Et elle a un autre nom de plume. Alors ça, elle le fait, je crois, Ursula Le Guin, je crois, c'est surtout quand elle fait des livres plutôt pour jeunes adolescents. Non, c'est de la SF, c'est de la très très bonne SF d'ailleurs. Ouais, du coup je confonds. Très engagé, très féministe, très chouette. Oui. Ursula Le Guin, c'est vraiment, allez-y parce que. Ah oui, non, c'est du très très bon bouquin. Et elle a fait une autre série avec sous un autre nom de plume, qui est extrêmement intéressante, puisque elle interroge vraiment le statut du héros. Et elle le fait, alors souvent avec un côté un peu sarcastique, où tu as des personnages qui sont souvent sous le retour,
des gars qui sont un peu traumatisés par la guerre, qui sont traumatisés par alors par exemple il y a des paladins qui ont perdu leur dieu est mort. Ah oui. Et ils ont été Kingfisher. J'ai enfin retrouvé le nom. Donc ça, c'est son second nom de plume, et c'est Ursula Vernon. Voilà, Ursula Vernon, c'est son. Donc elle fait des livres pour enfants, et Kingfisher, c'est entre guillemets des livres un peu plus adultes. Et justement, elle interroge là ce statut du héros, et donc les paladins, ils ont été réembauchés par une sorte de divinité administrative, dont le boulot, en fait, c'est juste la gestion des villes. Et on a exactement ce que tu disais avec Pratchett. Et d'ailleurs, elle remercie beaucoup Pratchett, parce que, bon, de toute façon, la place qu'il occupe dans l'univers de la littérature, c'est difficile de dire, voilà, moi, quand tu abordes ce genre de thématique, de dire, moi, j'ai tout inventé. Le gars, il a tellement fait. Mais elle le fait vraiment à sa manière. Et alors, elle a fait notamment un livre qui est extraordinaire. Alors, j'ai essayé de le traduire rapidement. C'est Guide des sorciers pour la boulangerie défensive. Wizardry Guide to Defensive Baking, où en gros tu as une petite apprentie sorcière dans un monde où à peu près tout le monde a un ou deux pouvoirs magiques. Et son pouvoir magique à elle, c'est de faire de la boulangerie. Et elle découvre en fait que dans sa ville, il y a un truc qui est en train de tourner court. Enfin, ça se passe pas bien du tout. Les gens disparaissent. Et il y a vraiment constamment cette idée, mais pourquoi c'est à moi de m'en mêler? Que font les adultes? Et c'est très. Et il y a vraiment sur la fin, elle se prend la tête justement avec le héros local, enfin c'est le héros local, etc. Où t'as le gars qui le remercie d'avoir sauvé la vie, et il a dit mais c'était pas mon boulot. Si je l'ai fait, c'est parce que vous avez échoué, quoi. Et c'est très, enfin, sur le rôle des adultes, sur le rôle des politiques. Alors là, pour le coup, mettez de la politique dans votre bouquin. Et celui-là est très très intéressant parce que justement, tu as ce personnage qui demande rien à personne. Ce qu'elle veut faire, c'est faire ses brioches, etc. Et elle est confrontée très rapidement à ce monde des adultes et surtout à ce statut de héros qui l'intéresse pas, quoi. Donc voilà, lisez du Terry Pratchett, lisez du Ursula Vernon. Alors, Kingfisher, Ursula Vernon, c'est si vous avez des enfants, elle fait des très bons livres pour enfants, je les recommande. Mais Kingfisher, c'est aussi intéressant à lire. C'est parfait, on fera les deux alors. Et ben voilà, on a fait le tour un peu de l'émission. J'espère. Ouais, on est bien. Je vous rappelle que Roll You Full est un podcast studio Carton C qui fait d'autres podcasts absolument magnifiques comme Pragmastic qui parle de jeux vidéo, comme Hot Tech and Slow Burn qui fait des hot tech et comme Tu vas me niquer la batterie qui vous parle de musique, évidemment. En tout cas, merci encore à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens, bien sûr, seront, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Et la prochaine fois, on vous parlera d'autres choses. Salut!